Bonjour, mon nom est Isabelle Despatie, auteure du livre Le manager est un voyageur du temps. Aujourd'hui, un podcast sur les leaders inspirants et gestionnaires d'aujourd'hui. Hey, allô Philippe, comment ça va? Ah, ça va super bien, Isabelle, content de te voir. Ouais, moi aussi, je suis super contente de te voir. Puis, je suis super contente aussi de t'avoir en entrevue parce que pour moi, tu es un manager voyageur du temps, mais de façon exceptionnelle, étant donné que tu travailles dans les nouvelles techno, puis ça fait longtemps que tu es là-dedans. Donc, je suis très contente de t'accueillir, Philippe. Ça me fait plaisir, j'arrive du futur pour tout vous raconter. C'est cool. Fait que, étant donné que moi, je te connais bien, mais peut-être pas les auditeurs, je me dis que ça pourrait être intéressant si tu nous expliquais c'était quoi ton parcours un peu professionnel dans les grandes lignes, pour comprendre un petit peu qui t'es, puis Ouais. c'est quoi ton background. Écoute, moi, je suis à cheval entre un certain nombre d'univers, d'identités. J'ai commencé je suis un nerd, ok? Je pense que c'est la constante dans tous ces univers-là. Euh, j'aime aller profondément dans les sujets. J'ai commencé je dirais comme académique. Je suis resté à l'université pas mal longtemps, quoique j'ai eu des petits écarts, puis j'ai lancé des compagnies, même quand j'étais étudiant. Mais j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat, j'ai fait un postdoc en computer graphics, en infographie. Puis mon but à ce moment-là, c'était pas mal là, ligne tracée, je veux devenir prof à l'université. Euh, J'aimais s'enseigner, j'aimais la recherche, j'aime la vibe universitaire, la vibe académique. Puis c'était pas mal ça. Sauf que bon, je faisais des entrevues, j'ai pas été pris à la place où je voulais aller, ce genre de choses-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Et en parallèle, tu sais, j'ai toujours été actif un peu partout, mais là, j'étais actif dans des communautés open source. L'un des projets que j'avais fait est devenu super populaire, c'était construit sur des technologies Google. J'ai eu la chance d'aller le présenter à Google I.O., la grosse conférence de Google. J'ai mis mon expérience. Je me suis dit, je pourrais peut-être aller travailler là. Tu sais. Fait que j'ai appliqué, j'ai pas été pris, j'ai fait plus de projets open source, j'ai contribué à Chrome, puis là, j'ai été remarqué par certains des ingénieurs de Google à ce moment-là. J'ai appliqué à nouveau, ils m'ont pris, je suis allé travailler là, j'ai fait 5 ans chez Google comme ingénieur. D'abord, tu sais, juste hands-on. Éventuellement, j'ai eu une équipe chez Google, on travaillait sur Chrome. Puis, j'ai appris énormément, j'ai aimé ça, la culture. Il y a une certaine époque, là, ça a changé beaucoup aujourd'hui, mais c'était vraiment le fun. Mais après 5 ans-là, j'avais la gratouille, j'avais besoin de faire autre chose, j'avais je sais pas, j'ai comme une base d'entrepreneur en moi, puis ça revenait, il fallait que je sorte ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai cofondé que j'ai cofondé Element AI. Element AI qui est devenu peut-être à ce moment-là la plus grosse entreprise canadienne en intelligence artificielle. On faisait de l'IA pour les autres entreprises. On était spécialisé en deep learning, ce genre de choses-là. C'est là qu'on s'est croisés, Isabelle. Ouais. J'ai été en charge de plusieurs équipes. Et à un moment donné, de l'équipe Applied Research Lab, sur laquelle on a travaillé ensemble. Ça a été une super expérience. J'ai appris tonnes. J'ai appris comme manager chez Google, mais il n'y a rien comme t'es dans le feu de l'action si tu fais pas la job, c'est la compagnie qui marche pas, c'est ta compagnie. J'ai beaucoup aimé ça, construire ça. J'ai appris énormément. Je pense que c'est ça aussi, c'est une constante. Là, j'aime ça apprendre, j'aime ça faire des choses que je sais pas faire, puis apprendre sur le tas, puis comment on fait ça. Ça a été une belle expérience. Mais bon, c'est ça, après 4 ans, je disais là, OK, on travaille pour d'autres grandes entreprises, on essaie de faire des produits, tout ça. Mon cœur a toujours été avec les gens, le commun des mortels, faire des produits que ma mère peut utiliser, genre des choses que j'ai besoin de faire ça. Puis j'avais un désir inassouvi qui date même des années universitaires que j'ai retrouvé chez Google qui est comment on peut faire un web meilleur, surtout un web social meilleur. Tu sais, on regarde ce qui se passe avec Facebook, avec Twitter, LinkedIn, toutes ces affaires-là, Reddit, puis on se dit, c'est ça? Comment ça se fait que c'est juste ça? On peut pas faire différent?
Puis ça m'a toujours énervé qu'on n'innove pas beaucoup dans cet espace-là, en grande partie parce qu'il est dominé par un petit nombre de gros joueurs. Mais là, je me suis dit, OK, c'est ma chance, j'ai assez de crédibilité avec Element AI, j'ai vu l'avancée de l'intelligence artificielle, surtout générative. Tu t'en souviens, on faisait des GPT-2, là, des systèmes qui étaient capables de comprendre le langage naturel. On faisait ça chez Element AI. Puis je me suis dit, c'est le temps. Je m'en vais là-dedans, je vais faire le rêve dont je rêve depuis longtemps. C'est devenu Waverly, c'est ma plateforme actuelle. C'est une plateforme sociale pour les communautés. Comme ta gang, là, ça serait parfait. Puis notre but, c'est... Tu sais, on part du constat là, chez Waverly que les meilleures communautés reconnaissent à la fois l'importance du macro, les valeurs qui chapeautent la communauté, pourquoi on est ensemble, c'est quoi qu'on veut accomplir, que du micro. C'est quoi qu'on fait au quotidien pour atteindre ça comme communauté? C'est quoi qui est important pour nous? C'est quoi nos pratiques? Comment on communique ensemble? Comment on échange? C'est quoi qui est bienvenu ici? C'est quoi qui l'est moins? Puis nous, notre but, c'est de se servir de l'intelligence artificielle pour permettre aux communautés à la fois d'exprimer le macro, puis leur donner des outils qui leur permettent, qui donnent un petit AI, on appelle ça le facilitateur, là, qui permet d'implémenter le micro. Ça fait pour nous des communautés qui sont plus saines, qui grandissent bien, puis qui sont équipées avec plein d'outils pour s'assurer que ça reste sur la bonne voie. Fait que ça, c'est Waverly. Aujourd'hui, une utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle pour rendre le web social meilleur. Puis c'est bien excitant. Excellent. Puis on a hâte que ça sorte. Ça sort bien bientôt, de ce que j'ai compris. Oui, on est en alpha là, la semaine prochaine. Là, ça tient avec la broche, mais ça tient. Comme on dit dans le milieu, là, si on n'a pas un peu honte du produit qu'on lance, c'est parce qu'on a lancé trop tard. Là, on est rendu là. J'ai juste assez honte. Le timing, c'est important. Hein? C'est comme on dit. Là, comme mon blog, c'est la clé, c'est le temps. Puis c'est vrai, des fois, quand on attend trop, c'est pas bon. Puis quand on va trop vite non plus, c'est pas bon. Donc le timing, c'est pas toujours évident d'aller chercher. Hein, c'est ça. Puis pour un produit comme ça, tu peux jamais savoir là, c'est quand le meilleur timing, mais je pense qu'une des clés, c'est de dire d'avoir une stratégie de release. La première version de Waverly, on l'a lancée trop vite. Puis là, on a vraiment une stratégie, comme on commence avec une première communauté, on va apprendre comment ça fonctionne. Tout le monde cogne à la porte, là, tout le monde veut venir, j'ai des requêtes, mais on va y aller au compte-gouttes. Oui, je sais. on va t'amener, toi puis toute ta gang, ça va avoir du plaisir, mais on y va au compte-gouttes justement parce que chaque communauté qu'on rentre, c'est une opportunité d'apprentissage. Oui. Puis à partir de là, on va pouvoir atteindre le timing optimal. Ah, j'aime ça quand tu dis opportunité d'apprentissage parce que dans le fond, ça a l'air d'être un peu ça, ton journey depuis le début, là. C'est que t'apprends, t'aimes ça apprendre, t'es parti d'un milieu, t'es allé dans un autre, t'es parti de tes entreprises. Puis là, maintenant, aujourd'hui, c'est même ta passion numéro 1 qui a décidé de pousser tout ça. Puis ça, c'est l'ensemble de tes apprentissages. Puis ça fait un bon segue du fait que dans le manager est un voyageur du temps, pour moi, ce qui est important, c'est quand on est un gestionnaire, on est un bon gestionnaire, on va apprendre du passé pour pouvoir être capable de bâtir le futur. T'sais. Donc, on est obligé de partir de quelque chose. On n'est pas obligé, mais c'est mieux, je trouve, pour être meilleur. Ouais, apprendre ce qu'on a fait pour aller à la prochaine étape. Donc, ma prochaine question pour toi, là, ça serait comment tes expériences en recherche, ce que tu as fait au début, peut avoir t'aider aujourd'hui à devenir un entrepreneur. Moi, j'appelle entrepreneur-manager parce que tu gères ton équipe en plus d'être un entrepreneur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des entreprises, puis là, gérer ça par quelqu'un d'autre, mais dans ton cas, à toi, je pense que tu es une combinaison des deux. Comment est-ce que ces expériences-là de chercheur t'aident aujourd'hui à être un entrepreneur manager? Ouais. C'est une belle question. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ma réalité d'aujourd'hui qui est ancrée là-dedans. Je pense que comme leader, puis même comme manager, je me définis comme un bridge builder, un constructeur de ponts. Pour moi, il y a beaucoup de diversité, on est tous différents, mais on est tous aussi pareils. On a des choses en commun. Peu importe nos allégeances politiques, peu importe comment on se définit, comment on voit notre identité, puis des fois c'est super fort, puis on a l'impression que l'autre personne a une identité différente, puis est vraiment différente de nous, puis on devrait être en opposition avec elle. Mais moi, je suis vraiment dans la logique de trouver notre espace commun, puis de s'en servir pour
construire quelque chose. Ce que j'aime dire, c'est, tu sais, à quelqu'un qui est en opposition à quelqu'un d'autre, c'est de dire, tu penses que tu es différent de cette personne-là, tu penses que tu es super différent, tu définis ton identité dans cette différence-là, mais la vérité, c'est que tu es plus proche que tu penses, puis on va essayer de trouver cet espace-là. Ça vient beaucoup, je pense, de mon background académique. OK, le monde académique, c'est un monde ultra diversifié. Chaque chercheur est un petit île qui parle aux autres îles un peu. Tout le monde a ses idées, puis c'est correct, puis ça marche comme ça. C'est comme ça qu'on a la diversité dont on a besoin pour avoir des écosystèmes de recherche vraiment foisonnants. Puis moi, c'est sûr que c'est ancré chez moi profondément, cette croyance-là que la diversité est source de richesse. Puis ça vient en partie de là. C'est challengeant parce que pas mal tout dans notre environnement dit « Ah, tu devrais être un petit peu plus comme cette personne-là, tu devrais être un petit peu plus comme ça. Pour fitter, tu devrais être de même. » Mais je pense que c'est ancré assez profondément en moi que je suis capable de résister à ces forces-là. Puis même d'encourager les autres à résister aussi. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les gens qui viennent autour de moi ou dont je m'entoure sentent une espèce de libération puis disent « Ah, tiens, je peux être moi-même dans cet environnement-là parce que je l'accueille puis parce que je crée une culture d'entreprise, dans mon cas, là, qui l'accueille. » Et ça, à mon avis, c'est ancré. Ça vient de mon background académique. Donc, finalement, ta capacité à être manager, entrepreneur, l'élément que tu as ramené de la recherche, c'est ta capacité à embracer là, de façon très positive la différence pour aller chercher finalement tous les points de vue. Ça fait que ton produit ou l'objectif que tu vas atteindre, il va avoir beaucoup plus de facettes dedans, donc il va être beaucoup plus complet d'une certaine manière. Exact. Puis, OK, juste pour faire un petit segue avec l'AI. Ouais, vas-y. C'est à mon avis ça qu'on a besoin aujourd'hui, OK? Historiquement, là, puis c'est un des endroits où est-ce que je m'inscris en faux contre, tu sais, ben de mes mentors qui me disent comment faire des entreprises puis tout ça. Là. Je suis pas d'accord avec eux sur un point fondamental, c'est que ils disent toujours, il faut focus. C'est vrai, OK? Il faut être focus, mais leur définition de focus, souvent, est très réductrice. Il faut faire un produit pour une petite niche, là, trouver ta petite gang, puis dire, OK, je fais ça pour eux, puis c'est comme ça que tu commences, puis ça te prend ton beachhead, puis tout ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'IA, aujourd'hui, offre, tu sais, la compréhension de la langue naturelle, quand on y pense, là, c'est une IA qui est très générale, qui est capable de comprendre pas mal n'importe quoi. Tu peux lui parler de science, tu peux lui parler d'actualité, tu peux lui parler de gossip d'Hollywood, n'importe quoi, ça va comprendre. Quand on commence à intégrer ça dans nos produits, on est en mesure de faire des produits qui sont super flexibles, beaucoup plus que ce qu'on était capable de faire dans le passé. Puis je pense que c'est ça la force qu'il faut commencer à exploiter comme product designers, comme créateurs. Puis ce qui donne la capacité de faire ça, là, c'est un peu le skill dont on parlait, là, d'être ouvert à la diversité, de ne pas s'enfermer dans ta différence. Fait que moi, je pense que c'est comme le skill, tu sais, on parle de voyageur du temps, là, c'est un skill du futur, ça, de capacité à construire malgré nos différences, à pas se définir dans nos différences, mais dans nos similarités. Puis, je pense que c'est un skill du moi, ben, on se connaît, puis on s'aime bien, fait que j'imagine qu'on a des biais cognitifs similaires. Mais pour moi, personnellement, c'est 100% ça, en fait, parce que la conscience plus élevée, c'est une conscience qui prend en compte plein de points de vue différents. Il n'y a pas une seule point de vue qui est véritable, d'une certaine manière. C'est sûr que si on parle de la physique fondamentale, ainsi de suite, là, il y a des règles qui sont immuables, là, mais quand on parle de point de vue, puis on parle de perception, ben, plus qu'il y en a, plus que tu les ramènes ensemble, puis plus que tu t'approches à une conscience supérieure, en fait. Fait que pour moi, c'est clair que c'est le futur. Fait que n'importe qui, un humain qui comprend, puis qui connaît, puis qui accepte plus, capable de se mettre dans les points de vue différents des autres, je pense que c'est un humain qui est un petit peu plus évolué qu'un autre. Moi, je pense vraiment à ça. Puis c'est touché, hein, tu l'as dit, la physique fondamentale, machin. Tu sais,
je veux pas être dans nier les faits non plus, là, OK? Oui, c'est ça, on C'est lit pas les important de chercher, faits, c'est ça, exactement. tu sais, c'est important de chercher les données, c'est important d'aller chercher du vrai, là, sur lequel construire. Mais la vérité, c'est que les décisions importantes, ça se passe à l'espèce de frontière où est-ce qu'on ne sait pas encore tout à Oui, on fait. est dans On est dans l'incertitude. l'incertitude, dans la probabilité, puis là, la diversité des points de vue devient super importante. Parce que Devient une sinon, richesse, on en fait. va... Oui, c'est ça. Exactement. Exact. On Non, est dans nos biais cognitifs ou ouais. c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, finalement, cette capacité-là qui vient de la recherche, d'accepter les différences, c'est vraiment quelque chose que tu amènes dans ta gestion, mais pas juste dans ta gestion, si j'ai bien compris, c'est aussi dans la création du produit que tu es en train de faire. Donc, Et, ça, ouais, c'est tout à fait. intégré, là, ouais, ça fait. Ah, cool, Ouais. c'est le fun. Donc, Puis même dans mon marketing, tu même sais, dans ton marketing. même, mais oui, c'est ça dans ma façon de chercher les gens. Ah, c'est super. Et dans le fond, c'est comme un apprentissage du passé qui s'amène avec toi puis qui teinte un petit peu ton futur d'une certaine manière. Ah, cool. Ben, c'est Tout à excellent, je fait. suis contente. Ben, c'est super parce que je pense que ça en prend plus des produits comme ça. Ensuite de ça, ma prochaine question pour moi, c'est au niveau des styles de gestion. Pour moi, je considère qu'il y en a 4 grands, tu sais, d'une certaine manière. Je pense pas qu'il y en a un meilleur que l'autre, hein, c'est juste des styles. Et puis quand on a un style, des fois, ça peut être confrontant quand une autre personne à côté de nous a un style qui peut être potentiellement opposé. Donc, on peut avoir tous les 4 styles dépendamment de la situation, mais on peut avoir aussi un biais par rapport à son style. Puis moi, j'en ai 4 que j'ai déterminés, puis que je parle dans mon livre. Puis pour aider à apprendre à se connaître, tu sais, c'est la première étape du passé, c'est apprendre à se connaître. Et puis, les 4 styles, ben c'est le style soit visionnaire, soit stratégiste, soit urgentiste ou soit planificateur. Fait que toi, là, si tu avais à prendre un des 4, lequel tu penses que tu es le plus? Ah, je suis sûr que je vais te surprendre. Pas sûr. Vas-y. Non, je pense pas. Je pense que je me définis assez bien comme visionnaire. Tu sais, encore une fois, je suis d'accord avec toi, ça prend les 4 styles. Oui, Il y on a des s'adapter en entreprises, fonction des de la situations. situation. Oui. Puis j'en suis conscient que c'est mon style, puis je suis conscient qu'il y a des situations dans lesquelles ce sera probablement pas le meilleur style. Puis il va falloir que je m'équipe, soit avec des gens autour de moi qui sont en mesure de m'amener les points de vue des autres styles ou de me faire prendre conscience que je vais peut-être un petit peu trop loin du côté visionnaire. Mais oui, je suis clairement. Je suis Non, dans tu le ne me style surprends visionnaire. pas chez les... Non, mais puis écoute, là, je suis comme un poisson dans l'eau, là, avec l'IA, qui est l'IA générative, qui est en train de bouleverser tous nos produits, puis les façons dont on s'imagine le futur. Là, moi, T'es direct dedans, j'ai là. vécu toute ma vie pour ce moment-là. Là. Oui, peut-être. Donc, vraiment plus visionnaire. Fait que ça veut dire que quand dans une situation où est-ce que c'est le temps de faire les stratégies puis la planification, ben là, peut-être que tu as besoin d'aide, de quelqu'un qui vient t'aider puis il va être capable d'organiser les étapes parce que toi, tu sais Ouais, où tu veux t'en aller, qu'est-ce que ça a l'air, le futur, mais il faut y arriver, tu sais, c'est tout ça. à fait. Puis je te dirais que dans mon parcours de maturité, si on veut, en tout cas, j'ai pas toujours été de même. Là. J'étais impétueux, visionnaire quand j'étais jeune, puis je pensais que c'était la seule affaire qui comptait. Je te dirais que j'ai gagné beaucoup de respect pour les autres styles. Puis même à la rigueur, j'ai appris que c'est là qu'il fallait que j'investisse. Okay? Donc, ce qui me vient naturellement, c'est le style visionnaire, mais les aspects planificateurs, stratégistes, puis ton dernier que j'ai oublié. Urgentiste. Urgentiste. Ouais, urgentiste, peut-être un peu moins, mais planificateur puis stratégiste, définitivement, j'ai rajouté des cordes à mon arc pour être en mesure de mieux opérer dans ces espaces. Ça me vient moins naturellement, il faut que je travaille plus fort, mais je l'ai fait. Je suis bien meilleur, même sans aide, là, que je l'ai déjà été. Mais je sais que quand ça devient critique, là, il y a du monde qui sont 10 fois meilleurs que moi dans ces Oui, puis qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est, ben, comme on dit, apprendre à se connaître, c'est hyper important. Puis tu te dis, là, tu sais que ta force, c'est d'être visionnaire. Donc, c'est là qu'il faut que tu t'installes parce que c'est ta force. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas que tu fasses les autres. Ça veut pas dire qu'il faut dénigrer les autres aspects parce qu'en fait, c'est l'ensemble qui va faire qu'on va gagner. Un peu, on va revenir à ce qu'on a dit avant. La différence, c'est ça qui fait la force.
Et puis là, ce que j'entends que je comprends bien, c'est que tu vas t'associer avec des gens qui vont potentiellement être des stratégistes ou des planificateurs, ce qui fait que dans ton équipe, tu es capable de monter une meilleure équipe. Donc, d'une certaine manière, tu deviens un excellent gestionnaire, parce que tu es capable d'avoir une équipe bien balancée, finalement. Tu sais. C'est ça. Ça commence par le respect, tu sais, ça commence Oui. par respecter l'importance de ces trucs-là. Mm. Puis pour se rendre là, je pense que ça prend, faut que tu atteignes une certaine confiance en toi. Tu sais, moi, c'est ça qui m'a permis de me débloquer parce que avant d'avoir cette confiance-là, euh, je compensais en dénigrant les autres styles, en disant non, mon style c'est le meilleur, c'est le plus important. Mais ça naissait vraiment d'une espèce d'insécurité peut-être que j'avais. Quand j'ai réussi à passer au-delà de ça, je me suis rendu compte, ah non, les autres styles sont Sont super aussi importants importants. aussi. Tu sais. Ouais, ouais. Ah, c'est cool. Puis honnêtement, je pense qu'on fait à peu près tout le même chemin. Tu sais, on se découvre nous-mêmes, puis en se découvrant, mais veut pas, des fois, on va rejeter des choses pour pouvoir être capable de mieux se définir, mais à un moment donné, c'est pas en rejetant qu'on se définit, en fait, c'est qu'il y a juste d'autres aspects, finalement, la gestion, là, c'est ça. Il y a une manager avec qui j'ai travaillé, que j'ai adoré, qui appelait ça des trésors. Je sais pas c'est qui cette Je manager-là. sais pas c'est qui, mais j'aimais bien, ce mot-là m'est resté. Ouais. Puis je m'en sers fréquemment parce que je pense justement, tu sais, souvent ça fait mal, puis on trouve quelque chose qu'on n'aime pas chez nous. Mm. Mais si on réussit à en prendre soin chez soi, puis à le faire quand les autres le découvrent pour eux, à leur donner un espace où ils peuvent prendre soin de De leur ça, trésor, ouais. ça devient des trésors. Ah, Ça c'est devient quelque incroyable chose comment avec c'est lequel des tu beaux peux travailler. trésors. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, j'adore le concept, hein. C'est pas pour rien que je l'écris. Non, mais moi aussi, depuis que tu m'as donné le mot, là, Ouais. ça m'a vraiment aidé. Ah, tant mieux, je suis contente. Puis je donnerai un lien là, dans la vidéo là, pour que tout le monde puisse être capable de lire de quoi on parle, parce que j'ai bien expliqué le concept de trésor sur mon blog. Dans ton livre? Et dans mon livre, effectivement. C'est deux trucs importants que je voulais mettre absolument. Parce que je trouve que ça fait une différence dans les équipes, justement, d'accepter la différence. Puis quand on prend soin des trésors de chacun, parce que souvent, des fois, on n'est pas bien avec nous-mêmes non plus, on est en découverte ou on découvre quelque chose qu'on trouve important, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Souvent, on a des émotions fortes à ce moment-là. Donc, comment on fait pour gérer ça? Puis aller chercher, moi, ce que j'appelle le trésor, parce qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Souvent, c'est touché avec des valeurs, des besoins, des trucs vraiment profonds. Puis à ce moment-là, là, quand on touche à ça, là, c'est une mine d'or. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. OK. Fait que prochaine question par rapport à apprendre à se connaître. En intelligence artificielle, on parle un peu de ça, là, les biais, puis un peu les biais, finalement, c'est vraiment le bon terme. Ouais. Donc, je vais t'en donner deux pôles, deux polarités en gestion, puis tu me dis lequel tu penses que tu es plus. T'sais. Donc, la première polarité, c'est entre analytique et intuition. J'ai regardé, écoute, analytique ou intuitif, tu sais, c'est dur, là. Je suis un mathématicien, là. J'aime ça passer du temps avec mes problèmes. Je suis vraiment au milieu. Tu sais, j'ai vraiment, puis ce que je dirais même, c'est que je suis jamais au milieu. Je suis tout le temps soit d'un bord, soit de l'autre, mais j'ai vraiment les deux cordes à mon arc. J'aime autant passer une journée complète tout seul en face de mon écran à résoudre un problème vraiment, vraiment compliqué, que j'aime ça aller dans le monde des idées puis s'imaginer de quoi va avoir l'air le futur. Puis même si c'est flou, même si on n'a pas l'équation encore, ça me dérange pas, je suis capable d'être là. J'aime ces deux univers-là, puis je pense qu'il y a des bons moments pour chacun. Tu sais, être exactement dans le milieu, c'est comme, ça marche pas. Mais ça, t'es pas ni un ni l'autre. C'est selon la situation, t'es un ou t'es l'autre. Mais t'es vraiment, quand t'es dedans, t'es polarisé vraiment. Écoute, c'est ça. Puis j'aime vraiment, vraiment les deux modes. Ouais. Moi aussi, là, c'est comme un peu, quand t'es ingénieur, artiste, un peu, t'as comme un peu les deux en général, ouais, c'est ça. Exactement. Puis là, des fois, tu te poses des questions, je suis un ou je suis l'autre? En réalité, comme tu as dit, on est les deux, puis ça dépend de la situation. OK, entre... Puis, tu sais, ouais, vas-y. La force que ça peut t'apporter, c'est justement, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont soit un, soit l'autre. Ouais. Quand tu es les deux, tu peux peut-être aider les gens à voir l'importance de l'autre aspect. T'sais. C'est vrai, tu as raison. Entre organisation et improvisation. J'ai longtemps été improvisation. Okay? Je pense que naturellement, je suis de ce côté-là.
Ça me dérange pas si le voyage, le road trip est pas planifié avec ma blonde, puis on va s'arranger, puis on va trouver un hôtel, puis ça va faire des belles expériences. Ça j'ai toujours aimé cet aspect-là. Mais encore une fois, dans mon cheminement de maturité, j'ai appris à respecter d'abord, mais éventuellement même à aimer le côté planification. Là, je suis capable, ça me vient moins naturellement, mais je suis capable de faire des beaux plans, de les partager, d'aller chercher l'input des gens, de les structurer. Puis je l'apprécie beaucoup quand d'autres qui sont meilleurs que moi m'aident à faire cet aspect-là. Mais intuitivement, là, naturellement, je suis plus du côté improvisation. Ouais. J'aimerais mieux que tu l'appelles différemment parce que ça fait improvisation. Je sais pas, moi, ça... Non, je sais pas. Ça me chatouille, ouais, j'ai l'impression que ça. Ouais, j'ai pas trouvé un bon mot, fait que je comprends pourquoi tu as choisi celui-là, mais pour moi, c'est la capacité à être chill, puis à réagir, tu sais, à pas avoir besoin d'un plan pour opérer. Tu sais, est-ce que tu veux appeler ça improvisation? Improvisation, pour moi, c'est comme quelqu'un qui sait pas où ce qui s'en va, versus, non, j'ai comme une idée d'où ce que je m'en vais, mais j'ai pas besoin du plan de chaque étape pour me rendre. OK. Ben, c'est drôle parce que si, ça dépend à qui tu parles, on va avoir une définition différente un peu ou une teinte différente du mot improvisation. Ben, pour certaines personnes, être en improvisation puis d'être improvisé, c'est dans le fond, t'as tout à fait un plan d'une certaine manière sur les règles d'improviser, tu sais, t'as des capacités personnelles, tu sais quoi faire pour bien improviser dans l'environnement. Fait que, tu sais, ça va dépendre. Il y en a qui vont trouver que l'improvisation, c'est très organisé d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, t'as peut-être raison. C'est juste un autre mode. Quand tu passes, c'est ça. C'est un autre mode. Mais bon, j'ai pas la définition absolue des mots. Mais effectivement, c'est pas nécessairement facile de choisir les bons mots pour polariser les choses. Ouais, tout à fait. C'est ça. OK, fait qu'une autre polarisation, c'est entre collaboratif puis autorité. Ouais, je suis clairement du côté collaboratif. Peut-être que c'est une place où j'ai même j'ai pas atteint un niveau de respect pour l'autre côté. L'approche autoritaire. Je suis encore en réaction. Peut-être que je vais continuer à maturer, puis à un moment donné, je vais dire, ah non, ça prend les deux, ça prend ça. Des fois, ça prend de l'autorité. Je pense que ça prend un peu les... Ouais, je pense que ça prend un peu les deux, mais clairement, je suis pas rendu assez loin dans mon cheminement. Tu vois pas souvent quand c'est le mode autoritaire qui est nécessaire, là. Tu le vois pas. Ouais. Mais tu sais, peut-être parce que je suis vraiment efficace dans le mode collaborateur. Oui. Je suis capable de prendre des gens qui sont très réfractaires puis de les amener avec moi. Mais il y a des moments où j'aurais eu besoin du mode autoritaire puis je suis pas capable d'aller chercher aussi bien que je voudrais. Tu sais, des trucs où est-ce que tu as juste besoin d'un reset sur une personne puis de dire non, on commence là. Tu sais, puis tu as besoin d'un peu de... Puis je suis pas assez fort de ce côté-là. Mais du côté collaboration, en tout cas, je l'ai vraiment, vraiment développé. Puis je pense que souvent, puis une des raisons pour laquelle je l'ai fait, je pense que souvent dans le monde de la business, là, on pense que l'autorité, tu sais, on voit le biais contraire. On pense que l'autorité peut être super efficace. Puis c'est une place où tu sais, constamment je m'inscris en faux puis je dis non, mais tu peux travailler sur les aspects de collaboration pour être, tu sais, pour réussir à amener les gens avec toi puis à faire ce que tu veux faire. Puis quand tu réussis, ton organisation est tellement plus smooth parce que les gens, ils vont de plein gré, ils vont avec, tu sais, peut-être que si tu roules, je sais pas moi, une organisation du crime organisé, t'as pas le choix d'être autoritaire parce que personne veut y aller de plein gré. mais tu sais, j'ai l'impression que dès que tu fais quelque chose qui est un peu visionnaire, qui rejoint les valeurs des gens, parce que tu sais, c'est ça. C'est aussi dans un monde très incertain où il y a beaucoup de risques, où est-ce que c'est pas clair c'est quoi le futur. C'est sûr que si tu es autoritaire, dès qu'il va y avoir une difficulté, il y a des chances que les gens décident de sortir du bateau. Là, Exactement. Ouais. Non, je comprends pourquoi est-ce que potentiellement tu as le biais collaboratif. OK. En transparence et confidentialité. Définitivement transparence. OK. Je suis biaisé là-dessus. J'ai commencé dans le monde académique. C'est en tout cas, en théorie, transparent. Hein, on partage tout. J'ai fait beaucoup d'open source qui est beaucoup dans la transparence.
là, je pars dans le monde des startups, des VC, ça prend des gros retours, tout ça. J'ai appris clairement à, à travailler plus dans le monde de la confidentialité. Mais encore une fois, ce qui me vient naturellement, c'est la transparence. Ouais. Ouais. Sérieux, c'est vrai que dépendamment de la situation dans laquelle on est, ben la confidentialité, c'est la meilleure approche là, selon le besoin. Mais quand on sait qu'on est transparent naturellement, là, on se dit OK, warning, il y a peut-être un truc qu'il faut que je fasse attention ici. Puis si on l'a pas naturellement, il faut aller chercher de l'aide de quelqu'un d'autre qui, lui, a potentiellement la partie plus confidentialité forte. Et dit non, tu partages pas ça, pas tout de suite, tel timing, ou ainsi de suite, exactement. Mais je pense que historiquement, par exemple, le milieu de la business s'inscrivait beaucoup dans la confidentialité, peut-être trop. Oui. C'est facile de ne pas voir les avantages qu'il y a à être transparent sur certains aspects de ta business, puis il y en a de plus en plus. Hein, ne serait-ce que de plus en plus, ça a une valeur pour ton produit. Oui, c'est vrai. Une valeur dans la transparence. Les gens l'exigent de plus en plus. Si tu ne l'es pas ou tu l'es de manière fake, les gens l'acceptent de moins en moins. Ça sent aussi. Donc, j'ai aussi l'impression que ça prend les deux, mais on va avoir un shift. Les entreprises qui vont avoir du succès vont être peut-être un peu plus transparentes que par le passé. Oui, il y a des chances. Puis aussi, avec l'intelligence artificielle, comprendre quelle data tu as utilisé, comment tu gères ton data, ainsi de suite. Oui. Je pense que là, la transparence va être une obligation parce que moi, entre choisir un produit numéro 1 ou un produit numéro 2, ben, je vais vouloir savoir qu'est-ce qu'il fait avec le data, tu sais. Donc, pour moi, ça va être un des éléments qui va être important. Puis aujourd'hui, de plus en plus, moi, les outils que j'utilise en intelligence artificielle, je trouve qu'il n'y a pas assez de transparence aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il va en avoir qui vont dire « Hey, moi, j'ai le même produit que l'autre, mais moi, j'ai une politique de transparence. » Faut voir, mais c'est ça. Fait que là, hey, moi, ça sera pas long que je vais switcher sur l'autre côté parce que, justement, la gestion de mes données, ma gestion de mon savoir, ainsi de suite, ben, je vais savoir qu'est-ce que tu fais avec, tu sais, d'une certaine manière. Puis, tu sais, en software, là, on l'a vu, la montée du open source a fait en sorte que les outils fondamentaux qui sont derrière beaucoup de plateformes. Ben oui, quasiment tous les produits aujourd'hui du open source, tout à fait. Exact. Parce que ça turbocharge ton truc, tu sais. S'il y a une plateforme fermée puis une plateforme open source, puis la plateforme open source est populaire, elle va battre la plateforme fermée. C'est quasiment ça. Parce que tu as tellement de monde qui vont venir collaborer, ils vont trouver les bugs, ils vont les fixer, ils vont rajouter leurs besoins à l'intérieur. Ça gagne presque tout le temps. Fait à mon avis, puis je travaille avec un groupe de travail, Mozilla, que vous connaissez peut-être, Firefox, tout ça, c'est des investisseurs chez Waverly. Puis ils ont lancé un groupe de travail sur la réflexion open source autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va vouloir dire, open source, dans le monde de l'IA? C'est les données qui sont ouvertes, c'est les poids du modèle entraîné, comment on partage ça, comment on collabore pour réussir à amener les meilleures données puis entraîner les meilleurs modèles, puis tout ça. Avoir moins de biais, c'est ça. Ouais, moins de biais, plus de transparence. C'est super intéressant comme réflexion. On est au tout début, on ne sait pas trop ce que ça va être, mais ça va être différent du open source traditionnel pour le code, c'est certain. Ben, on n'a pas le choix, on évolue. Bon, tout à fait. Ben oui, c'est pas la même chose. Les données sont beaucoup plus importantes que dans le code traditionnel. Tu sais. Ben oui. Fait que ça va, mais le jour, on va bien définir ça. Le jour, on va commencer à avoir des communautés open source d'AI, je ne sais pas comment on va les appeler. Oui. À mon avis, les jours d'OpenAI vont être comptés. Je sais pas, mais j'ai mon intuition. Ben, ça, c'est possible. Puis en même temps, ce qu'on espère, de toute façon, c'est la décentralisation en général. Parce que plus que c'est décentralisé, ça vient avec ton idée initiale qu'on a parlé, d'accepter la différence et la diversifier. Fait que dès que tu es décentralisé, ben, tu permets à ce que tout le monde puisse mettre son petit élément. C'est ça. Toi, tu parles une langue amérindienne que pas grand monde parle, puis tu dis, mais je vais rajouter mes données dans le grand modèle de langage. Tu sais, c'est super cool. Il faut juste être enrichi. Puis OpenAI le ferait probablement pas, mais si c'est dans un modèle collaboratif, ben, tu vas pouvoir contribuer. Tu vas pouvoir contribuer avec ton modèle dans cette direction-là. Oui, tout à fait. Il y en a qui sont pas d'accord, hein. Tu sais, je veux dire, oui, mon ami Yoshua Bengio, lui, pense qu'on ne devrait pas faire ça parce qu'il a peur
de l'explosion du takeover puis tout ça. Je respecte sa position, mais personnellement, je pense que les risques de fermer l'économie de l'intelligence artificielle sont plus grands que les risques théorisés d'une IA qui prendrait le contrôle. Ouais. On a déjà eu cette conversation. Non, je sais, mais je le mentionne quand j'ai l'opportunité parce que, tu sais, c'est quand même important de savoir que c'est pas tout le monde qui est d'accord. Exactement. Exactement. C'est pas juste un seul point de vue qui est valide, Léana. On le sait pas, hein, c'est le futur, on le sait pas. Donc, on a 100% Exact. Il faut prendre un bet dans l'incertitude. On est dans cette zone-là, c'est ça qu'on parlait, puis la diversité des points de vue est important. Je pense que c'est mieux d'en parler puis de les acknowledger que de se crier après. Ben oui. Non, en plus, moi, comme étant ingénieure physicienne, on comprend l'énergie, pas l'énergie quantique, mais les mathématiques quantiques, c'est toujours des probabilités qu'un état arrive. Donc, tu pourrais dire qu'il y a une probabilité que l'état que Joshua parle arrive et la probabilité qu'on parle arrive. Donc, à ce moment-là, c'est l'ensemble de tout ça qui est la vérité. C'est pas l'état qui va arriver, on le sait pas, mais il y a des probabilités que chacun puisse arriver. Ouais, tout à fait. C'est ça. Puis étant donné les probabilités qu'on va mettre, ben les meilleures décisions à prendre, là, tu sais, dans ce cas-là, on pourrait parler de législation, ben ça va dépendre. Oui, c'est ça. C'est super important de justement comprendre qu'il y a plusieurs états possibles. Puis celui qu'on aimerait ça qui gagne, ben il faut le stimuler en fait. Fait que pour moi, c'est un peu comment on fait pour visualiser un futur, c'est qu'on voit l'ensemble des états, puis on se dit OK, celui-là, là, je veux qu'il gagne. Fait que comment je fais pour le stimuler? Ouais, exact. Exact, c'est ça. Puis c'est là, c'est l'essence de mon débat avec Yoshua est là-dedans, OK? C'est si tu penses trop au négatif, tu vas y aller. Tu sais, c'est comme quand si tu es en vélo, tu apprends à conduire ton vélo, tu regardes le poteau, tu vas rentrer dedans. Regarde pas le poteau, regarde la route. Tu sais, oui, il y a une probabilité que tu rentres dans le poteau, mais je suis pas sûr que le meilleur réflexe, c'est de le regarder puis de dire à tout le monde, regardez, on s'en va dans le monde. Je peux garantir que c'est pas bon pour faire du mountain bike. Non! C'est ça. L'exemple, oh mon Dieu, ouais. Regarde pas les arbres. C'était pas mon meilleur exemple. Non, c'est pas un exemple. Je suis pas rentrée dans un arbre que j'ai eu mon accident, mais je peux te dire que tu peux avoir un accident si tu regardes ton arbre. OK, la dernière, c'est entre l'approche humaine et l'approche financière quand on prend des décisions, mettons. Ouais, ça, c'est résolument humain. Humain. C'est sûr que, ouais, pour moi, c'est... Le financier vient après. Tu sais, je trouve qu'on a fait cette inversion-là de penser que l'aspect financier, c'était la finalité, alors que c'est juste un outil dont on s'est doté pour essayer de mieux comprendre ce que les humains veulent, en le fond. Tu sais. Quand quelque chose a de la valeur financière, en général, c'est parce que le marché veut ça, mais ultimement, ce qu'on dit là, c'est les humains veulent ça. Sauf qu'on a créé tellement de mécanismes autour de ça qu'on a perdu ça de vue un peu. On peut s'imaginer que la finalité, c'est l'argent. Puis après ça, quand on commence à parler d'argent, puis toute l'inflation en ce moment, puis la valeur des choses, on va dire c'est très, très élastique, la valeur des choses en ce moment. Là, c'est ça. Le feeling, ouais. Puis à mon avis, si tu focuses sur l'humain, ben ça va jamais passer de mode. Là, tu sais. Bon, je pense qu'il reste quelques belles années à l'argent, au capitalisme. Mais c'est ça, mais fondamentalement, l'affaire qui s'en va pas, c'est l'humain. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche. Oui, exactement. Ouais. Fait que c'est clairement le biais humain en premier. Ouais. C'est sûr que quand tu mets le biais humain, j'imagine que le financier arrive, mais c'est pas toujours le cas, mais souvent ça peut arriver. Exact. Ça, c'est un autre bout où est-ce que j'ai pas le choix, puis je suis pas le mieux équipé pour ça, mais j'ai énormément de respect pour les aspects financiers. Ouais. Mon biais est du côté humain, mais je m'équipe, je m'entoure, j'essaie de comprendre comment. Parce que sinon, c'est bien beau, mais on vit dans une réalité financière. Là, il faut que faut pas marcher Waverly avec de l'amour et de l'eau fraîche. Non. C'est ça, il faut qu'on trouve une manière de générer des revenus. Mais en général, tu vas prioriser l'humain avant de prioriser le financier. Ouais, puis aussi, si quelqu'un m'arrive du côté financier puis évacue tout le côté humain, je vais resetter la conversation pour dire non, mais il faut quand même réussir à trouver une solution pour le côté. Il faut connecter ça aux humains, c'est ça. Il faut connecter ça aux humains. On peut pas juste rester
Dans le financier. financière. Oui, tout à fait. Ah, ben cool, c'est excellent. OK, fait que merci. Ça, c'était pour l'apprentissage du passé. Moi, je considère que c'est important de bien se connaître pour bien s'entourer en tant que gestionnaire. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai ces questions-là. Je suis toujours curieuse de savoir un petit peu comment les gens se voient parce que c'est pas nécessairement évident. On sait quand on a des grosses polarités, mais des fois, c'est pas nécessairement clair, tu sais, où on est en cheminement d'une certaine manière. Non, c'est un bon framework. Ça m'a aidé même quand Ouais. j'ai regardé tes questions en me Ah, positionnant. tant mieux, tant mieux. Fait que là, le prochain sujet ou le prochain grand thème, pour moi, c'est le moment présent. Puis pour moi, le moment présent, c'est beaucoup la prise de décision puis la communication entre les humains. Parce que chaque individu a des responsabilités et a des prises de décision à faire pour être capable d'amener finalement l'objectif commun. Donc, pour moi, c'est clé. Puis pour être capable de faire ça, il faut mettre des systèmes en place dans nos équipes pour qu'ils puissent être capables de communiquer, puis deux, aussi prendre des décisions à tous les jours. Là, est-ce que je prends pas la décision parce que ça change le plan, puis il faut que je revienne à l'équipe, ou ainsi de suite. Donc, pour moi, mettons, dans ton équipe à toi, là, y a-t-il des moyens que tu privilégies en particulier pour aider ton équipe à prendre des décisions? Ouais. On est tout petit, on est une équipe de 8. Hein, nous travaillons ensemble dans des équipes beaucoup plus grosses, avec des plus grosses structures. Ce que j'ai appris, c'est que il n'y a pas de one size fits all. Ça dépend Exact. de l'équipe, du stade de maturité dans lequel tu es, etc. Exact. Je vais te parler aujourd'hui pour Waverly. On est 8, on est dans une dynamique de start-up. Si quelque chose prend du temps à faire, on fait pas la bonne chose, dans l'échelle des risques, là, notre gros avantage, c'est de pouvoir prendre des risques beaucoup plus grands que les grosses entreprises qui ont des produits établis, puis que s'ils prennent un risque, ils ont une chance de détruire leurs acquis. Nous autres, on n'a pas d'acquis. C'est ça notre avantage compétitif. Tu sais. Donc, les mécanismes que j'ai mis en place pour la prise de décision et la communication reflètent ça. Okay. Tout le monde est super empoweré pour prendre des décisions. On se fait confiance mutuellement. On comprend pourquoi on le fait. On comprend que c'est parce qu'on est dans cette dynamique-là que ce ne sera pas nécessairement toujours le cas. Fait que, on est une équipe décentralisée. On est sur Slack beaucoup. On se ping, mais la philosophie, c'est à moins que le niveau de risque soit très, très élevé, là, prends la décision, fais quelque chose, c'est toujours mieux. C'est ça, c'est toujours mieux d'avancer. Et puis, c'est vraiment le fun. On est en développement, en software engineering, on est 2 seniors, 2 juniors. Puis de voir les 2 juniors gagner en confiance, puis commencer à prendre leurs décisions eux-mêmes plus facilement, puis tout ça, ça a été vraiment le fun à voir. On essaie d'être responsive, mais la vérité, c'est que on n'a pas de management centralisé encore. On fait des plans, on a un roadmap, on sait qu'est-ce qu'on va faire. C'est des étapes relativement petites, mais dans lesquelles il reste quand même beaucoup de décisions à prendre pour la personne qui va réaliser. Oui, parce que dans le fond, tu as comme le macro est somewhat clair, mais après ça, dans le micro, il y a beaucoup de décisions à prendre. Ouais. C'est ça. Puis c'est là qu'on veut les empowerer, puis tout ça. Fait que, en général, c'est la structure dans laquelle on est en ce moment. Ça fonctionne bien pour nous, mais il faut le répéter dans le sens où il faut que tout le monde comprenne que c'est la logique. C'est la logique actuelle. En ce moment. Donc, on a Slack pour c'est intentionnel. Oui, c'est ça. C'est Slack, la communication rapide. Ensuite de ça, c'est un plan avec des grandes étapes, mais comme tu dis, c'est pas si détaillé, mais c'est quand même assez détaillé. Là. Donc, on a un plan avec des grandes étapes. Puis là, après ça, quand tu rentres dans ton layer, là tu as 100% d'autorité. Là, tu as 100%. C'est à toi à faire ça, c'est toi qui prends les décisions. Là. On a mis les gros morceaux de robot, mais toi, tu es responsable du bras, c'est toi qui décide s'il va des 5 doigts puis où il y a 4 doigts. C'est toi qui décides. Exactement. Parce qu'on t'a donné le bras. Puis au niveau. Ouais. Puis tu sais, on est en software, là, fait que c'est beaucoup t'écris du code, tu landes du code dans notre repo. Puis c'est ce qu'on a dit, c'est ouais, ok, tu fais ton code, tu demandes à quelqu'un de le regarder, mais si c'est pas, tu l'envoies pareil. Là. Oui, t'attends pas. Là. On va vite. Fait que finalement, tu as un motus operandi clair, tu as des grandes étapes à faire, l'objectif à peu près assez clair, là, où est-ce que vous voulez aller. Les grandes étapes. Fait que finalement, vous avez comme un peu un work breakdown structure, d'un peu de qui fait quoi, quand. Donc, c'est ça qui Exactement. OK. Exactement. C'est parfait. Donc, ça permet l'agilité, puis permet de
déjà, comme tu dis, empowerer ton équipe à prendre plein de décisions à tous les jours, là, finalement, sans nécessairement avoir à demander est-ce que c'est correct, là, tu sais. Exact. Des parties du produit où on sait que c'est critique, tu sais. Puis là, il y a un petit peu plus de gate, là. Mais sinon, en général, c'est ce que tu dis. OK, ben c'est cool. Fait que dans le fond, c'est une structure très, comme tu dis, décentralisée, mais en même temps, il y a comme un squelette assez fort, là, d'une certaine manière, où est-ce que tout le monde se rattache. Exact. On a comme un plan, c'est ça qu'on ship, on sait c'est quoi, on en a parlé d'avance, on a défini qu'est-ce qui était dedans, qu'est-ce qui était pas dedans. Et puis c'est vers ça qu'on va. Puis quand tu travailles, quand tu prends tes décisions, ben tu as cet objectif-là en tête. Tu sais, ce que je suis en train de faire, est-ce qu'on l'identifie? Ouais, exact. Ça contribue-tu? Mais on fait confiance aux gens pour faire cette évaluation-là. Nous, ce qu'on traque, c'est le burn-down chart. Oui, puis on fait aussi confiance que ça se peut que tu as pris la mauvaise décision aussi, ça peut arriver. Oui, puis exact. Puis c'est super important, ça, parce que si dans les moments où ça arrive, si le réflexe c'est de critiquer, ben là, tu es en train de tuer la culture. Tu es en train de tuer la culture qui émerge de la prise de décision. Fait que je pense que comme manager, comme leader, c'est bien beau de dire « je vais faire ça », mais il faut comprendre les implications. Puis l'implication principale, c'est faut que tu sois chill le jour où quelqu'un prend une mauvaise décision. C'est toi qui as décidé de l'empowerer. C'est ta reste exact. Exact. Il faut que tu sois chill avec ça. Le pourcentage d'erreur risque d'être plus bas que le pourcentage de succès. Donc, la journée qu'il va y avoir une erreur, on va la travailler en équipe. Tu sais. Exact. Puis c'est ça, c'est une erreur de l'équipe, puis du management, puis tout ça, c'est pas une erreur de la personne. C'est vraiment important parce que sinon, tu tues cette culture-là. Puis il y a tellement d'entreprises qui veulent avoir la culture d'agilité, mais qui n'ont pas les réflexes culturels nécessaires pour l'atteindre. Oui, tu as comme l'intention, mais tu n'as pas l'action. C'est ça qui vient avec. Tout le monde dit, on va être agile, on va être agile, on va être agile. Mais tu sais, ce que ça veut dire pour vrai, pour la structure, tu sais, pour le management puis tout ça, c'est, tu sais, dans le passé, quand quelqu'un faisait une erreur, on leur tapait ses doigts, on ne faut pas faire ça. Faut le voir comme une opportunité d'éduquer les gens. Puis c'est juste la structure, c'est la compagnie qui a fait l'erreur, c'est pas la personne. Oui, c'est ça, exact, parce que c'est notre mode de fonctionnement. Si on voulait aucune erreur, ben là, on aurait des process super rigides, puis on n'avancerait pas aussi vite, puis on se tripperait, checkerait tout le temps, puis ainsi de suite. C'est ça. Puis c'est pour ça que dans les entreprises, il y a des places pour ça, puis il y a des places pour autre chose, puis ça dépend toujours du niveau de risque auquel tu es prêt à t'exposer, étant donné les effets. Oui, tout à fait. C'est toujours ça, une question de risque, effectivement. OK, parfait. Fait que deuxième question par rapport au moment présent, c'est le mode que tu privilégies le plus en mode de communication. C'est-tu le chat ou c'est on se rencontre, on s'appelle, on se fait des vidéo calls? Ça serait quoi, mettons? On est dans le chat asynchrone beaucoup. Donc, mais on se fait des vidéo calls régulièrement. Puis nos vidéo calls, on s'en sert beaucoup pour créer un esprit d'équipe, tu sais, beaucoup, on peut se voir, fait qu'on... C'est pas juste pour se synchroniser, c'est aussi pour créer d'autres choses, c'est ça. Fait qu'on est vraiment pas dans l'ultra-efficacité sur nos vidéo calls, tu nous parlais de ton week-end, c'est correct. Oui, je comprends. On est là pour bander dans la synchronicité, c'est le bonding. C'est ça. Tandis que quand c'est super technique, super pratique, le chat, une fois que la relation est bien établie, ça fonctionne relativement bien. Puis tout le monde le sait, si c'est super urgent, ben ping-moi sur mon téléphone, puis pas de problème. Tu sais. Puis si tu n'as pas compris, c'est ça, tu t'appelles, ou si tu sens que c'est weird, tu sais, let's go, on se synchronise, là. C'est ça. Parce que la relation est bonne. Sinon, ben, on est distribué entre Montréal puis Toronto. Puis on se voit une fois par mois, puis c'est tout le temps super le fun. Là. Moi, je m'en vais là-bas, ils viennent ici. Nice. On se prend 3 jours, on fait un escape room, on va se prendre un bon souper. Puis on travaille pendant la journée, mais tu sais, c'est beaucoup dans ce team building-là, on le fait quasiment une fois par mois. Parce que quand les liens sont forts, tu peux avoir des conversations plus fortes, nécessairement. Donc, tu peux aller parler de sujets beaucoup plus profonds, avec des prises de décision plus compliquées, et ainsi de suite. Donc, plus la relation est forte, plus la communication est forte, plus que les décisions sont fortes. Ouais. Exactement. C'est une manière de modéliser la culture que tu veux voir émerger. Tu sais. Ouais, c'est cool. Tu te donnes ces occasions-là. Nice. Bon, ben parfait. Fait que là, le troisième thème, c'est de l'entrevue, c'est la vision du futur. Puis comme toi, t'es monsieur visionnaire, on va en profiter. Je vais te poser quelques questions pour toi.
Waverly, ça a des grosses ambitions, hein, donc c'est pas petit là. Quand tu dis que tu veux changer comment on voit le web, là, c'est pas petit, c'est quand même assez gros comme ambition. Comment tu fais pour visualiser des grosses ambitions? Tu sais, je veux dire, moi j'ai des ambitions, mais j'ai jamais l'impression qu'elles sont aussi grosses que les tiennes. Tu sais, comment tu fais pour faire ça? Ben, je pense que la première étape, c'est de se libérer, retrouver son. Tu sais, quand j'étais kid, moi, là, c'était clair, là, je voulais faire des vaisseaux spatiaux puis aller sur Mars. Là, tu sais, il n'y a pas de doute. Fait que, il y a l'espèce d'ambition qui vient de la naïveté de la jeunesse ou de ta capacité à t'émerveiller en face de tout. Là. Mm-hmm. Ça, moi, je cultive ça. Okay? C'est important pour moi. Je trouve que le monde de la business, en général, considère que c'est pas sérieux de s'émerveiller, de, de rêver, de penser à des choses que, tu sais, OK, quand tu réfléchis concrètement, ça se réalisera pas. Je vais pas faire un vaisseau pour aller sur Mars, mais je pense que c'est une erreur de dire, tu es en train de pelleter des nuages, tu n'es pas groundé dans la réalité, pour venir driver ça en dehors des gens, tu sais, dire non, ton réflexe d'émerveillement, ton réflexe de rêve est négatif. Moi, c'est le contraire. Une de mes missions dans la vie, c'est de dire aux gens, non, tu peux être un adulte sérieux, tu peux être un adulte efficace dans le monde actuel, puis garder ta capacité d'émerveillement, garder ta capacité de rêver que tu avais quand tu étais enfant. C'est quelque chose de positif. Il faut juste savoir comment le transformer en réel. Okay? Mais la bonne façon, c'est pas de réagir négativement quand ces rêves-là, puis cette capacité de s'émerveiller-là nous vient. Fait que moi, c'est en cultivant ça, en m'inscrivant un peu en faux contre ceux qui disent non, il faut perdre ça, c'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on fait de la business. Ils disent non, c'est important, il faut garder ça, on peut construire là-dessus. C'est juste que une fois qu'on rêve, il y a le défi immense de convertir ça en réalité. Il faut aussi être capable de faire ça, il faut aussi avoir du respect pour ça. Mais la bonne façon, c'est pas définitivement pas de perdre notre capacité à nous émerveiller. Fait que finalement, tu dirais que pour réussir à avoir des grosses missions, des grosses ambitions d'une certaine manière, c'est de cultiver notre capacité à être curieux, à être émerveillé, à aller dans notre tête, puis d'inventer des affaires qui se peuvent pas, puis jouer un peu comme un enfant dans son monde fantastique dans sa tête. Puis quand t'as ça, puis tu te trouves sur quelque chose qui t'anime, là, après ça, c'est de travailler à le descendre sur un peu plus pratico-pratique à comment tu atteins ça, là, d'une certaine manière. Exactement. Fait que jouer au Lego, faites des cabanes en coussin, toutes les choses qu'on faisait quand on était jeune, c'est pas infantile à mon avis. Puis avoir des conversations avec une bonne bière, puis t'inventes le monde sur Mars. Tu dis, c'est ça, exact. Une analyse sur Mars, comment qu'on fait ça? Puis là, tu laisses aller ton cerveau. Ouais. OK. Fait que ça, c'est une des façons que tu fais pour être capable d'aller chercher des ambitions aussi grosses que ça. Puis, ça serait quoi, mettons, les grands éléments importants ou critiques que toi, tu mets là, quand tu définis ta vision? Tu sais, ça serait quoi? Tu sais, quand tu définis la vision de Waverly, tu t'es dit, c'est quoi les éléments qui sont vraiment importants que tu ne passes pas à côté, que tu mets dans ta vision? Tu sais? La principale, là, c'est l'intention prime sur l'attention. Pour moi, c'est l'intention sur l'attention. L'intention. Ouais. Okay? C'est qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que toi, là, comme personne, tu veux vraiment pour ton avenir, pour ton futur, pour toi, pour ta communauté. C'est pas facile à définir, ok? Quand on s'imagine, oh, c'est qui moi dans le futur, ok? Comment je veux me développer, comment je veux grandir. C'est pas des questions faciles. Souvent, on va réduire ça puis dire, bah, juste à regarder comment tu te comportes puis je vais savoir qui tu es. Moi, je pense que c'est une erreur. Comment tu te comportes, c'est un reflet de qui tu es aujourd'hui, mais ça ne dit pas qui tu veux devenir. Puis qui tu veux devenir, c'est, à mon avis, c'est ça qui est au cœur de la vision de Waverly. C'est comprendre la personne que tu veux devenir, comprendre ce qui est important pour toi, qui est peut-être difficile aujourd'hui, mais qui est important pour la personne que tu souhaites devenir. Et ça, c'est le cœur de Waverly. C'est de faire un environnement technologique qui s'intéresse à cette facette-là des gens,
à cette facette-là des communautés. Puis, c'est pas facile. Les réflexes de la technologie jusqu'à aujourd'hui, ça a été exactement le contraire. C'est-à-dire, on se fout de ce que les gens disent, on va regarder ce qu'ils font. Donc, Waverly, c'est-à-dire, non, on va à contre-courant, au contraire de ça. On commence à développer de la technologie qui nous permet d'accéder, à travers la langue naturelle, la compréhension de la langue naturelle, d'accéder à ces facettes-là des gens, sans que ce soit trop difficile. Okay? Parce que le problème de se définir dans le futur versus les comportements que tu as aujourd'hui, c'est tellement plus difficile de penser au futur. Puis tu sais, un bon produit, c'est un produit qui ne demande pas d'effort, puis tu peux utiliser sans réfléchir, puis tout. Puis nous, on dit non. On pense qu'un bon produit s'intéresse aussi à cette partie-là, tu sais. Mais si les efforts sont immenses, sont impossibles à faire par toi-même, puis t'es pas aidé pour réfléchir à la personne que tu souhaites être, ben on va, tu sais, lutter contre des TikTok qui sont du crack en pixels, puis avec des trucs qui sont ultra exigeants, puis qui demandent aux gens de faire des immenses efforts pour pouvoir juste être utilisés un petit peu. Ça, c'était la réalité dans laquelle on se trouvait il y a 3 ans. Mais la nouvelle réalité avec ChatGPT qui est sortie, c'est ben non, on peut avoir à la fois la facilité d'utilisation des produits que tout le monde aime, des réseaux sociaux que tout le monde aime, mais la capacité à s'intéresser aux facettes des gens qui sont plus difficiles à accéder, la personne que tu souhaites devenir, la manière dont tu veux te développer. Fait que finalement, là, si j'essaie de résumer qu'est-ce que tu dis, là, pour être capable d'avoir une bonne vision, c'est important d'être clair sur son intention. Puis là, en plus, Waverly, c'est exactement ça qu'il fait. Il aide tout le monde à avoir une vision de lui-même, d'une certaine manière. Parce que ce que tu es en train de me dire, c'est ce qui est le plus important, c'est l'intention. Puis tu es en train de me dire que ton produit va aider tout le monde à avoir une intention claire. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça, puis je te rends ça super concret, OK? Tu arrives sur Waverly, tu as une communauté, OK? On travaille avec les communautés pour commencer, là, pas direct avec les individus. Mais toi, tu as une communauté, tu arrives sur Waverly, puis la première affaire que tu fais, c'est que tu chattes avec notre chat. Puis le but de notre chat, là, c'est de te faire sortir ton intention. Pourquoi tu as une communauté? C'est qui ce monde-là? Pourquoi vous êtes ensemble? C'est quoi qui vous anime? Les managers voyageurs, on veut changer le monde du travail. On veut que tout le monde soit heureux. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Mais là, on va te forcer à aller voir plus bas. On va te forcer. Si on va te poser des questions. On va te poser des questions. Le chat va raffiner tout ça. Puis là, à la fin, c'est quand même le fun. Tu te ramasses avec, wow, il y a quelqu'un qui m'a aidé à mettre des mots sur ma vision, sur mon intention. OK. Puis là, tu as traduit 100 mots. Mais on va plus loin que ça. Ces mots-là sont utilisés ensuite par la plateforme pour nudger tous les membres de ta communauté pour qu'ils contribuent à l'émergence de ce que tu veux. OK? Donc, Waverly il y a plein de petits points de contact avec les membres de ta communauté. Par exemple, quelqu'un vient là puis commence à écrire un post. OK? Ben, Waverly a compris c'est quoi le genre de post que tu veux. Puis, c'est comme s'il faisait des DM à la personne pendant qu'elle écrit le post. Si elle s'en va pas dans le bon sens, il va le nudger et va dire « Hey, by the way, tu sais, ici, on est plus dans la positivité que la négativité. Peut-être que tu peux twister ton post un peu pour aller chercher les aspects positifs. » Puis là, tu as ça pendant que tu es en train d'écrire, avec un système qui assume que tu viens avec avec des bonnes intentions. Ben oui, c'est ça. Avec l'intention de la communauté, d'une certaine manière. Exactement. Oui. Tu sais, puis là, tu te dis, peut-être que j'ai été négatif ici, puis là, il t'aide à fixer ça, puis ficeler ça positif, puis à la fin, tu regardes ton post, tu dis, je suis vraiment fier, ça s'inscrit dans la communauté, tu l'envoies. T'as pas eu de modération qui t'a tapé ses doigts, t'as pas l'impression, t'as pas été shamé, t'as juste eu un facilitateur qui t'a aidé à participer positivement à la communauté à travers cette IA-là, qui comprend où est-ce que la communauté veut aller. Ouais. Un autre exemple, notre IA lit aussi toute ton intention pour ta communauté, puis va trouver des recommandations sur le web, puis dire « Hey, by the way, tu sais, oui, puis c'est pas pour les lire, c'est pour les surfacer aux utilisateurs pour dire « Hey, peut-être que tu devrais partager un post autour de ça. » Okay. Parce que ce qu'on veut, ultimement, c'est des relations entre les humains, pas entre l'humain et la machine. Okay? Oui. Fait que le but de la machine ici, c'est pas de remplacer l'humain, c'est de dire à des humains qui sont membres de la communauté, by the way, tu sais, si tu veux rendre la communauté plus intéressante, ça, c'est une idée, une conversation starter ou quelque chose que tu peux utiliser pour lancer une conversation. Mais c'est comme ça. C'est comme un sujet qui vient d'arriver, mettons, Figure One, le nouveau robot qui vient d'être en collaboration avec OpenAI. Si tu es dans
dans les nouvelles technologies puis les robots, la robotique, c'est un sujet qui pourrait vraiment t'intéresser de savoir que ça c'est sorti. Donc, ça pourrait être un sujet de conversation. Qu'est-ce que tu en penses d'un robot de 60 kilos, de 5 pieds 6, de blablabla, tu sais, exactement. Exactement. Fait que là, l'IA de Waverly a compris l'intention de la communauté. Si toi, tu arrives sur Waverly, tu ouvres l'application, tu es dans la communauté, puis là, tu vois cette recommandation-là qui dit « Hey, by the way, qu'est-ce que tu penses de ce robot-là, machin? » tu sais. Puis avec un gros piton « Start a post », puis là, tu cliques là-dessus. Puis là, tu starts la conversation entre les humains. C'est ça que tu veux faire. Exactement. C'est un humain qui start la conversation entre les humains, mais il y a eu un facilitateur qui a aidé à sparker ça. Ouais, nice. C'est vraiment cool. Puis là, ben, comme c'est l'intelligence artificielle, j'imagine que tu peux parler toutes les langues. Là. Elle parle toutes les langues, tu sais. Puis tu peux, écoute, tu peux même aller wild, là. On s'en est fait une communauté pour le fun qu'on appelle AI Glam Squad. Okay? C'est des... on parle d'AI, mais comme si on était des Valley Girls. Des Valley Girls, OK. Ouais, tu sais, fait que faut que tu dises « Oh, like, AI is so hot! » Tu sais, ce genre d'affaire-là. C'est amusé juste pour le plaisir. Oui. Mais c'est drôle parce que si ton post n'utilise pas le bon langage, là, t'as le petit pop-up qui dit « Hey, that's not the right thing to do here, dude! » Puis là, mais là, tu peux jaser avec l'IA, il va t'aider à transformer ton post. Moi, je suis nul en Valley Girl, mais tu sais, avec l'IA, je suis capable de l'écrire. Puis là, à la fin, ça fait super drôle parce que t'as une communauté qui s'amuse avec ça, puis ça change complètement la vibe. C'est que tu peux aller vraiment loin avec ouais. Ah, ça va être cool. J'ai bien hâte d'être un de tes testeurs ou de tes utilisateurs. Oh yeah! J'ai hâte de te montrer ça. Ouais, cool. Fait que, hey, peut-être que je pourrais avoir une dernière question. Je sais pas encore si tu as beaucoup de temps, mais ma dernière question, ça serait, tu sais, les futurs dirigeants, là. Tu sais, mettons, je suis jeune, là, je commence ma carrière, puis un jour, je me dis que peut-être je voudrais être manager dans 5-10 ans, tu sais. Ça serait quoi les défis que tu vois pour ces gestionnaires-là? Puis qu'est-ce qu'ils auraient besoin de développer aujourd'hui, là? Tu sais, leur intention, c'est de devenir manager. Qu'est-ce qu'ils devraient travailler aujourd'hui pour qu'ils soient excellents dans 5-10 ans, mettons? Ouais. Écoute, moi, la première question que je poserais, c'est pourquoi tu veux devenir manager? Tu sais? OK. Puis aller creuser ça un petit peu. Il y a plein de bonnes raisons de devenir manager. Tu sais, tu peux multiplier ton impact, tu peux changer les trajectoires des humains, hein, des gens avec qui tu travailles. Mais si, je pense que ça vaut la peine de se poser la question pourquoi je veux devenir manager, d'aller voir son intention à soi à travers ça, tu sais, d'aller un niveau plus loin. Tu peux dire, mon intention de devenir manager, ok, mais allons un niveau plus loin, tu sais, devenir manager, c'est juste parce que dans les structures dans lesquelles on travaille, c'est un rôle qui est utile, mais c'est que ce serait mon premier réflexe, ce serait ça. Le deuxième, ce serait d'oser questionner peut-être les mécanismes généraux, là, tu sais, c'est-à-dire, encore une fois, on peut essayer d'aller chercher la diversité plus que, tu sais, on l'a dit au début, là, dans les structures actuelles, la diversité n'est peut-être pas si importante que ça. Non, puis l'autorité, souvent, ça peut arriver que c'est beaucoup plus important, par exemple, des trucs comme ça. Il va y avoir des biais, selon l'organisation, il y a des biais forts, ouais. C'est ça. Donc, à mon avis, le futur n'est pas fait de la même chose que le passé. Tu sais, il faut apprendre du passé, mais aussi comprendre le futur dans lequel on s'en va. Puis, comme je l'ai dit au début, à mon avis, le futur va faire plus de place à la diversité parce que l'IA donne des produits qui peuvent être plus divers. La technologie permet d'être beaucoup plus diversifiée. Ouais. C'est ça. Puis ça va, à mon avis, se traduire éventuellement dans les structures organisationnelles elles-mêmes. Fait que toi, je pense, si tu veux devenir manager, ben, imagine-toi ce futur-là, imagine-toi de quel manager ce futur-là a besoin, puis développe ces aspects-là. Pour moi, il y a beaucoup de confiance en soi, qui mène au respect des choses que t'as pas, ok, qui sont pas toi. Par exemple, moi, du respect pour l'autorité, du respect pour la planification, pour des choses qui me viennent pas naturellement, mais que j'ai développées. Je pense que comme manager, là, comme futur manager, si tu veux te projeter là-dedans, cherche tes trésors, cherche c'est quoi en toi qui fait que tu résistes à ces trucs-là ou que tu t'opposes à ça. Puis
Tu n'es travaille pas là-dessus bien dans une d'abord. situation où que c'est exactement, C'est ça. trouve qu'est-ce qui accroche parce que dans le fond, il y a quelque chose derrière. Là. OK. Exact, exact. Puis ça veut pas dire que ça va devenir naturellement. Tu es peut-être plus un leader analytique que intuitif. Ben Puis c'est oui, correct, mais ça prend du respect pour l'autre facette aussi. exact. Parce qu'il n'y a pas une recette magique, je pense pas. Mais il Non, faut apprendre à se connaître pour être capable de, respecter les autres et aussi de voir qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir avoir le tout complet, parce que c'est ça l'esprit d'équipe, dans le fond, exactement. le travail d'équipe, hein, c'est ça. Ouais. Puis à mon avis, ce dont le futur a besoin, c'est moins de spécialistes puis plus de généralistes. Et donc, développer ces aspects-là chez soi va devenir de plus en plus important. Hmm. Parce que l'IA nous empower pour faire tellement de choses différentes. Toi, tu fais un podcast, tu es aussi un manager, tu as appris comment faire un podcast. Pourquoi? Parce que tu as tellement d'outils Ouais, pour développer ces aspects-là. Puis ça va être vrai dans le milieu de travail. Là. C'est ouais. l'époque où on peut être un super spécialiste du troisième bouton sur la machine, là, c'est révolu. On s'en va vers d'autres choses. Donc, cette capacité-là à travailler sur soi pour d'abord respecter ce qui est différent de nous, mais ensuite développer ces aptitudes-là chez nous, ça va devenir de plus en plus important. Oui, pour rajouter finalement des éléments ou des morceaux de robot, finalement, pour qu'on puisse être capable d'intégrer des choses ensemble, de combiner des affaires, si tu as 2 points, 3, 4, 5 points de vue, ben comment tu fais pour mettre ça ensemble un peu d'une certaine manière. C'est ça, Ouais. exactement ça. Excellent. Ben, merci beaucoup, Philippe. Ça fait Ça déjà fait 1 heure plaisir. qu'on se jase. On pourrait continuer à l'infini. J'ai tout le temps plein de millions de questions. Puis c'est toujours super le fun de parler. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir appris plein de choses avec toi et puis que tout le monde va pouvoir être inspiré pour être aussi un manager voyageur du temps, un peu à la sauce Philippe. Ah, ben ça me fait plaisir, puis c'est bien fun de voir ce que tu fais. J'ai bien hâte d'entendre. Hey, bonne journée. Salut. J'espère que cette entrevue vous a plu et que si vous avez envie d'en savoir plus sur les concepts qui ont été partagés pendant cette entrevue, je vous invite à lire le livre Le manager est un voyageur du temps.